Bonjour à tous, bienvenue sur Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui je suis à la journée d'avant, l'événement du Losange Passion International à Montlhéry. Regardez, il y a des trucs sous bâche, il y a la nouvelle R5, il y a une Mégane RS Ultime juste ici, il y a des Alpines A110R là-bas, une F1 et je vais vous présenter des voitures de collection Renault. Regardez, là c'est vide, demain ce sera rempli. J'espère que plein d'entre vous seront venus à cet événement. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous venez au Losange International, parce que c'est quand même un très beau rassemblement de Renault avec plein de clubs. Bon, là la nouvelle R5, j'ai hâte de l'essayer. Ça normalement c'est pour aux alentours de septembre, un petit peu avant le salon de l'auto il me semble. Et demain ce sera full. Là-bas, dans le bâtiment, le 1924 qui fête sur le circuit les 100 ans, parce que cette année Montlhéry a 100 ans, 125 ans pour la marque Renault. On va faire un petit tour, je vous montre pas tout parce qu'il faut laisser un petit peu de suspense. Là-bas il y a le Caudron Rafale. Oui, Rafale c'est le nom du nouveau SUV de la marque, et là-bas il y a l'avion, parce que à l'époque Renault avait racheté une marque d'avion et faisait des moteurs d'avion, tout ça. Bon, je vous emmène découvrir un petit peu les voitures avec un invité qui va nous en parler, qui s'y connaît plutôt bien. Petit truc assez cool, je vais monter avec monsieur Yvan Muller juste là-dedans, là, faire des petites cabrioles. C'est parti. Ça a l'air très facile ça. Ouais. Bon, les amis, voilà. Je suis à bord ici de la R5 Turbo 3E. Bonjour. Il y a de la fumée déjà. Il y a de la fumée. Rassurez-vous, c'est que du pneu. C'est bon, ça, on aime l'électrique. Vous voyez, hein, ça fait fumer un petit peu. Alors, aujourd'hui, je suis avec Yvan Muller, enchanté. pilote automobile depuis de nombreuses années. Je pense que vous avez déjà entendu ce nom 2-3 fois, un petit peu par-ci, par-là, qui va m'emmener. Aujourd'hui, j'ai cette chance d'être à bord de cette Renault Turbo 3E que j'ai failli essayer il y a quelques temps. Je vous l'avais déjà présenté en studio, on en avait parlé avec Gilles Vidal plusieurs fois. Et là, je suis à l'intérieur, regardez, c'est un petit peu étroit. Et il y a le petit nounours Drifty, je crois qu'il s'appelle. Hein. Drifty, bah, ouais. Si t'as peur, tu peux le prendre dans tes bras et te rassurer avec lui. D'accord. Bon, mais normalement, ça devrait bien se passer. Il est bien attaché. Ouais. Moi aussi, normalement, je crois que je ne peux pas bouger. Non. Donc on est à Montlhéry, on va faire quelques petites cascades. Et ça, demain, tu referas des shows pour le public. Absolument, absolument. Demain, on va faire une démonstration de cette belle voiture, donc la R5 Turbo 3E. Qui est un modèle unique, c'est un concept car, mais qui a la particularité d'être un concept car qui roule bien et vite, et avec lequel on fait en plus du drift. Je crois que ça s'est rarement vu. Complètement, et c'est vrai, et ça c'est cool, avec le frein à main ici, tout en hydro, et de quoi se faire plaisir. C'est parti? C'est parti. Allez. Connu de la R5, ça. Un Ragnotti, on appelle ça. Moi j'appelle ça un Ragnotti parce que forcément c'est lui qui en a la paternité. Exactement. Et ben, c'est la première fois que je le fais dans une R5. Ça se fait assez bien. C'est qu'on a beaucoup de couples instantanés. Et c'est quand même pas mal. Mets-toi au milieu, Sébastien. Voilà. S'il te plaît, tu veux qu'on fasse des tours autour? C'est gentil. Bon, bah voilà, c'était juste histoire de faire chauffer un petit peu les pneus. En tout cas, c'est très cool. Attends, on va les refroidir un peu, justement. Ouais, parce qu'il faut les préserver un petit peu. En fait, la petite particularité sur cette voiture, avant de l'avoir construite, on se posait la question si elle allait bien drifter, parce que une voiture un peu particulière, il n'y a pas de différentiel, c'est en électrique, etc. Donc on avait imaginé une pédale pour donner un overboost, et on avait imaginé ce petit bouton qui est un spray pour arroser les pneus arrière, pour aider et faciliter le drift. Et en réalité, on s'en sert pour refroidir les pneus, parce que le drift se fait très facilement. Ouais, ça a l'air d'être très coupleux. Et surtout c'est instantané, et c'est ça l'avantage de l'électrique. Absolument. Ça a l'air assez facile vu comme ça. Ouais, il y a un peu d'entraînement quand même. Hein. Bon
bah merci en tout cas pour cette petite balade. Avec plaisir. C'est sympa. Je suis dans le hot road et regardez, on est sur le circuit de Montlhéry. La voiture des records de l'époque. La Celta, la Dauphine, l'étoile filante. Oh, le bruit que ça fait ça. Oh la vache. Alors cette fois-ci, je suis avec Dominique qui va nous présenter toute cette belle voiture. Et est-ce que tu peux te présenter, Dominique, s'il te plaît? Bonjour, je m'appelle Dominique Jackson et je suis en charge de la valorisation de la collection chez The Originals Renault, la collection. Et nous sommes ici à Montlhéry pour célébrer les voitures des records, puisque certaines voitures Renault ont marqué l'histoire ici même sur l'anneau de vitesse de Montlhéry, à commencer par cette fabuleuse 40 chevaux. Qui ici même en 1926, c'est-à-dire 2 ans après la création de ce circuit qui fête cette année son centenaire, 1924-2024, a battu un record d'endurance avec une moyenne de plus de 190 km/h, ce qui est quand même une sacrée prouesse quand on voit le gabarit et le poids de cette voiture, avec un moteur de plus de 9000 cm3. 9000 cm3. 9000 cm3. D'ailleurs, on voit, regarde la longueur du capot avec le radiateur situé à l'arrière et donc ce moteur 6 cylindres avec ce grand volant à l'intérieur et cette colonne de direction imposante. Donc véritablement, il fallait avoir un certain doigté pour manœuvrer cette voiture qui braque très mal, puisque effectivement c'est une voiture qui est faite pour tourner sur l'anneau de vitesse et donc effectivement les roues avant tournent très peu. Et on voit par contre le siège, c'est pas un siège de compétition, hein, on a l'impression d'un petit siège de camping. C'est exact. À l'intérieur, c'est quand même exigu, encore une fois, avec ce volant qui prend toute la place. Et alors, ce qui donne le charme aussi à la voiture, c'est tous ces manomètres à l'intérieur, à aiguille, avec cette ancienne écriture Renault. Voilà, ça donne vraiment le charme de la voiture. Oui, le côté métallique et tout. On voit même les couleurs du passé un petit peu, moi c'est ce que j'adore, c'est ce qu'on retrouve un peu sur les anciennes horloges également. Exactement. Et c'est vrai que c'est joli. Et cette partie, alors c'est quoi? C'est du vinyle? Alors c'était comment dire, c'est une imitation de cuir, hein, donc c'était la carrosserie qui était comme ça. Et ça c'est l'ouverture pour accéder au réservoir. Ce qu'il faut s'imaginer, c'est qu'à l'époque, toute cette partie à l'arrière, c'était un immense réservoir. Ok, et donc ça faisait 40 chevaux. Alors 40 chevaux comme 40 chevaux fiscaux, hein, okay. C'était fiscaux, voilà, c'est 40 ça. chevaux. Non, sinon on n'atteindrait pas 190 km/h, imagine. Et c'est vrai que c'est extrêmement long lorsqu'on est de profil. Voilà. Pour voir cette voiture énorme, donc 6 cylindres en ligne. Tout à fait. Tout à fait. Suspension à lame, à l'avant, à l'arrière. Et avec cette carrosserie extrêmement profilée pour améliorer l'aérodynamique. Et là, on va pousser encore plus loin avec la Nervasport des records. Ici, on est en 1936, donc 12 ans plus tard. On va avoir toujours cette forme très effilée, mais avec une carrosserie beaucoup plus arrondie, aérodynamique, qui rappelle le fuselage d'un avion. Et c'est pas anodin, puisque en fait, à l'époque, l'ingénieur aérodynamicien Marcel Riffard, qui a conçu notamment les avions des records, dont le fameux Caudron Rafale, qui a battu aussi des records de vitesse, eh bien on s'est dit que l'aérodynamique des avions, les études aérodynamiques des avions peuvent servir aussi pour les véhicules terrestres. Et là, Marcel Riffard justement a inspiré pour designer la carrosserie de cette voiture. Parce qu'on sait que dans le design et dans l'aéro, en gros, le mieux c'est la goutte d'eau. C'est pour ça que quand elle tombe, en fait, donc, le bout est pointu comme là, et devant c'est une forme arrondie. Et c'est ce qui fait que c'est la meilleure façon de traverser l'air au final. Exactement, c'est un meilleur coefficient de pénétration dans l'air. On a vraiment cet arrière très pointu, comme l'empennage d'un avion, hein, mine de rien. Qui avait été repris déjà de cette première ici, qui elle avait déjà un petit peu le même concept. C'est ça. Sur l'avant et derrière, on peut voir, il y a d'autres petites voitures, on vous en parle juste après, qui sont très sympathiques aussi. Et là, ce qui est assez impressionnant, c'est tout ce système de suspension et autres, et donc avec un freinage à tambour à l'arrière. Eh oui.
Oui, il fallait avoir les reins solides quand même pour Ouais. piloter ces voitures-là à ces vitesses, Complètement. Et et même élevées. pour se faire une idée de la vue du tableau de bord, alors je ne sais même Ouais. pas si je vais pouvoir y Là, arriver. je peux ouvrir la Alors, portière. on pourra ouvrir la portière. Voilà. Mais je pense que ça devait être assez impressionnant de se dire voilà, je suis là et regardez. Non mais ça là, c'est vraiment hyper étroit. Et alors, ce que je vois, c'est qu'en plus, c'est même pas hyper hermétique ici à l'intérieur. Non, c'est Donc sûr. ça devait faire un bruit pas possible. On avait 2 pédales ici, la boîte de vitesse. Oui, et quand tu regardes le pédalier, il est très décalé sur la droite. Ah non, si, il y a d'ailleurs. 3 pédales. Eh Ah oui, en fait, l'accélérateur est tout au bout à droite, vraiment collé. Donc la position de conduite était quand même très particulière Oui, effectivement. à bord de la voiture. Ouais, ça veut dire qu'on conduisait avec les jambes comme ça, En décalé. vraiment sur le côté, alors parce que devant, il doit y avoir l'énorme partie bloc moteur qui arrivait. Mais alors moi, ce qui m'impressionne, c'est vraiment ce siège. Me dire que les gens faisaient de la course avec ce genre de truc. Par contre, il était réglable. C'est bien. Oui. Alors voilà, avec des crans bien espacés les uns des autres. Et, assez incroyable. Et donc, cette plus récente ici, donc, qui est encore avec le record, donc 3 records du monde avec Oui. une moyenne de 168 km/h. Exactement. D'ailleurs, on n'a pas parlé de la vitesse maximale même de celle-ci. Une petite Ben, idée. en fait, on était là pour faire des records d'endurance, pas des records de vitesse maximale. On ne sait pas vraiment quelles sont les limites de ces D'accord. voitures. Donc c'est déjà 190 km/h de moyenne, C'est pas mal. c'est quand même quelque chose. Donc là, on est sur une moyenne de 168 sur celle-ci, et sur une durée de 48 heures où elle a parcouru plus de 8000 km. Il faut quand même se remettre dans Ça le commence à contexte. faire un petit peu. Voilà, 8000 km en seulement 48 heures. Donc là, on est cette fois-ci sur du 8 cylindres. Et alors là, je vais t'ouvrir la portière. Donc 8 cylindres toujours en ligne. Voilà, toujours en ligne. Ok. On voit toutes les Et sorties. Voilà. oui, donc avec du bois à l'intérieur, Oui, tout autour des portes. oui, Le châssis aussi en bois, on dirait. tout à fait. Tout en bois, ok. Alors en fait, C'est il s'agit impressionnant. d'une reconstitution, c'est-à-dire qu'on est parti d'un châssis de Nerva Sport qui lui est authentique. Et puis on a retrouvé cette pièce-là, qui elle est authentique aussi. Et donc en fonction, on a tout recalculé pour pouvoir refaire cette reconstitution à l'identique de la voiture. D'accord. Et donc chez Renault d'Original Oui. Collection, vous en même temps restaurez des voitures comme par exemple celle qui est en train de passer là juste là. Absolument. On vous en parlera ensuite. Qui Ouais, essaye ouais, de ouais. Ça battre c'est la un Celta record. 4 des records, donc c'est la 3e voiture. Après les 2 qu'on vient de voir ensemble, c'est la 3e voiture à avoir fait des records d'endurance ici même sur la Ok. piste de Montlhéry avec une portière. Non, mais... Alors, ouais, ce qui est marrant, c'est voilà. Peut-être, hop. Voilà, c'est Voilà, bon, fallait c'est bon. lever un peu la On y poignée. est. Voilà. On sent que c'est de l'époque. Et alors, Ouais, moi, c'est bon, j'ai réussi. moi, ce qui m'impressionne, c'est les cylindres, enfin, le positionnement des cylindres. Parce qu'on Oui. peut voir qu'ils sont double. Oui, J'ai l'impression qu'il y en a un et un c'est de l'autre exact. côté. Oui, 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 c'est une position assez singulière. Et on voit que maintenant Renault fait des voitures différentes. Et ben voilà. On a Sur tout tous les type. fronts, voilà. Mais voilà, on peut voir que là, on peut mettre 9 personnes, alors que regardez, à l'époque, on rentrait tout seul dans ce genre Dans d'engin. pratiquement la même longueur, absolument. Exactement. Et on voit que ça a quand même pas mal évolué. Et donc là, on a une autre voiture mythique. Là, on est sur l'étoile filante. Là, on va voyager. On va se retrouver sur le lac Salé à Bonneville, aux États-Unis. Là, on est en 1956. Donc cette fois, on a changé d'époque aussi. C'était une voiture qui était équipée d'une turbine. Donc on a encore D'accord. ici l'inspiration de l'aéronautique, que ce soit du fait de la turbine, mais aussi, encore une fois, et tu le disais tout à l'heure, cette forme de goutte d'eau, alors cette fois-ci un peu plus basse, vraiment au ras du sol. Et là, voilà, donc là c'est une monoplace, on est encore plus serré. Et cette voiture filait, c'est le cas de le dire, à plus de 300 km/h sur le lac Salé à Bonneville. Ok. Et donc tu as, regarde, cet arrière avec cette fois-ci 2 empennages comme sur un avion. Effectivement. Donc ça servait plutôt à la stabilité, je suppose, pour que ça puisse filer bien droit. Pour que justement la voiture soit bien collée au sol, puisqu'à 300 km/h, il ne fallait pas que la voiture s'envole ou qu'on puisse perdre le contrôle. Donc ça permettait vraiment de la coller au sol quand elle est lancée à ces vitesses-là. D'accord. Et donc ça pesait à peine 950 kg. Oui, Donc on peut voir aussi qu'à l'époque, on avait des voitures beaucoup plus légères dans beaucoup de conditions. Alors il y a eu autant du très lourd,
à côté avec ses Exactement. gros moteurs en fonte et ses cylindrées qui étaient assez Oui, extraordinaires. Et alors après, pour gagner de la performance, light is right, donc on va gagner en légèreté, travailler sur les carrosseries pour qu'elles soient plus légères et les châssis pour aller de plus en plus vite. Ok, mais ça c'est vrai que c'est quand même assez impressionnant. Oui. Et je pense que l'avoir filé à l'époque, ça devait être assez sympa. Et pareil, hein, toujours les pilotes qui étaient très exposés. Tout à fait. Et on le voit même donc sur celle d'à côté. Alors celle d'à côté, elle est un peu particulière. Elle est de la même année que cette étoile filante. D'accord. Il s'agit d'un tank Riffard. Alors tank, c'est la dénomination de ce type de carrosserie, hein. Et alors Riffard, je l'ai évoqué il y a quelques instants, c'est ce fameux ingénieur aérodynamicien qui a travaillé sur les avions des records. Et ben, il s'est inspiré encore une fois de ça pour gagner en aérodynamique. Il s'est dit, on va faire une voiture en forme d'aile d'avion. Donc c'est vrai que quand on la regarde de profil, on retrouve la physionomie d'une aile d'avion. L'intérieur, le conducteur, il a à peine la tête qui dépasse, et puis c'est complètement caréné au niveau des roues arrière. Et alors, peut-être ce qui peut trahir l'origine de cette voiture, ça va être la largeur des pneus, parce qu'on va se rendre compte que c'est des toutes petites roues, puisqu'en fait la base technique de cette voiture, c'est une 4 chevaux. D'accord. Et donc... Et on peut le voir là, effectivement, c'est très fin. Alors, celle-là, on la met dans notre, on va dire, histoire des véhicules des records, puisqu'elle a été faite pour battre des records dans sa catégorie. Malheureusement, elle n'a pas brillé, donc voilà, ce n'était pas la solution idéale, donc elle n'a pas de record à son palmarès. Ok, mais quand même elle est quand même intéressante parce qu'elle vient vraiment appuyer l'expertise de l'aéronautique dans l'aérodynamique des voitures. Pardon. Ok. Et donc ça, c'était quoi comme motorisation? Alors ça, c'était une motorisation sur base, c'est un 4 cylindres en ligne de seulement 750 cm3. D'accord. Et ça faisait combien de chevaux à peu près? Ça faisait, j'ai plus le chiffre en tête, donc je ne saurais pas te dire. D'accord. Mais en gros, elle était faite pour battre des records dans sa classe, qui était la classe des moins de 750 cm3. Okay. Donc on était vraiment sur de la petite motorisation. D'ailleurs, quand on va la démarrer tout à l'heure, tu remarqueras qu'elle a un bruit vraiment très particulier, super aigu, qui trahit du coup son origine. Ok. Et ce que j'aime bien, c'est où est posé le rétroviseur central. Oui. Dans l'extraction d'air ici du moteur. Pour jouer en même temps sur l'aéro. On va éviter d'avoir quelconque appendice sur cette carrosserie. Effectivement, le rétroviseur est bien caché, intégré dans le profilage de la voiture. Ok, et ça devait être quand même assez impressionnant de se dire, je vais me mettre là, mettre ma tête en plein milieu de ça. C'est ça. Et rouler à fond. Ça te rappelle le caudron Renault. Ouais, hein, c'est vrai. exactement la même... Complètement, sauf que sur le Rafale, ça glisse comme ça, alors que là, on rentrait vraiment... c'est assez impressionnant. Oui. Je me dis que les pilotes à l'époque étaient vraiment des grands fous furieux. Oui. Et donc juste à côté, quelque chose qui est un petit peu plus récent, tu me disais. Tout à fait. Alors ça, c'est une Dauphine qu'on a transformée en 2016, justement, pour faire un clin d'œil avec l'étoile filante qu'on a vue à l'instant, de 1956. Et on est retourné sur le lac Salé à Bonneville, justement, pour refaire rouler l'étoile filante. Et comme c'était aussi une année anniversaire pour la Dauphine, à la collection, on avait décidé de transformer cette voiture-là. Donc on a rajouté tous les éléments de sécurité pour pouvoir participer justement à la Speed Week à Bonneville. Donc un arceau vraiment très rigide, des extincteurs, enfin vraiment tous les éléments de sécurité. Voilà, tous les éléments de sécurité qui sont nécessaires. Comme tu vois, c'est dépouillé au maximum. Hein, même le siège, c'est juste à peine une structure métallique. Voilà, et donc, est-ce qu'elle a battu un petit record, celle-ci? Alors, elle a battu un record dans sa catégorie. Bon, il faut dire qu'il n'y avait pas beaucoup de concurrence, c'était pas bien difficile. Donc, je ne vais pas t'impressionner avec les chiffres de cette voiture, mais c'est quand même un petit clin d'œil très sympa d'être retourné là-bas avec cette voiture. Dans tous les cas, je pense que rouler sur un lac salé, au maximum des capacités d'une voiture, dans tous les cas, ça doit être très sympa. Exactement. Alors, c'est vrai qu'aux États-Unis, ils sont plutôt
abonnés aux grosses cylindrées, aux voitures très très puissantes. Alors c'est vrai que quand on vient avec une voiture avec un petit moteur, le but est aussi de s'amuser et d'essayer de battre le record, en tout cas dans sa catégorie. Parce que moi j'ai vu, il y a même à Bonneville des scooters, même des 50 cm3, il y a vraiment on voit de tout, hein. C'est incroyable. C'est assez impressionnant. Oui, oui. Je pense que c'est un événement à faire une fois dans sa vie, à aller regarder, parce que tout le monde tente son record. Il y a des voitures qui roulent à plus de 500 km/h. Et oui, et oui. Je pense que ça doit être fou de se dire que chacun dans sa catégorie réussit quelque chose, quoi. Parce qu'il en faut pour tout le monde. Moi, je suis pour les voitures, il en faut pour tout le monde. Exactement. Il en faut des chères, des pas chères, des légères. Et puis la Dauphine, elle a été exportée aux États-Unis fut un temps aussi. Et donc c'était aussi pour ça qu'on avait fait le clin d'œil en ramenant une Dauphine jusqu'à Bonneville. Il y a eu quelques Renault là-bas, alors. Il y a eu quelques Renault là-bas. Ok. Oui. Et derrière nous. Et alors là, un modèle un petit peu particulier. Donc c'est Mute The Hot Rod. Donc c'est un hot rod basé sur le châssis d'une type MT de 1924. Donc le châssis il a 100 ans. Ok. On a repris le capot et le châssis en fait d'une voiture qui n'était pas restaurable dans nos réserves. Donc on a récupéré tout ce qui était récupérable sur l'auto. Et on s'est dit qu'on va essayer de faire un véhicule fun. Et ce qu'on voulait montrer, c'était que le véhicule électrique, ça peut aussi être fun à conduire. Donc on a implanté un kit rétrofit électrique dedans. C'est un peu notre chocard du rétrofit. Et donc la philosophie du hot rod, on va se replonger encore une fois dans les États-Unis. C'est pour ça que c'est sympa de l'avoir mis à côté de la Dauphine. Le hot rod, c'était dans les années 30. Les jeunes qui cherchaient de la sensation et puis à s'amuser, en fait, reprenaient des voitures des années 20, qui étaient pour eux déjà des vieilles voitures, les dépouillaient au maximum pour augmenter les performances et que la voiture soit plus légère, et faisaient des courses en ligne droite à toute vitesse avec ces véhicules-là. Vous avez des activités sympas, ces jeunes. Voilà. Donc on s'est dit, on va faire un clin d'œil à cette époque-là. Et donc on a retravaillé toute l'aérodynamique de la voiture. C'est une carrosserie en aluminium et les accélérations sont quand même super sympas. On est sur des performances comparables à une Clio RS. D'accord. Donc voilà, on a vraiment des accélérations très franches. Et puis voilà, après on a des petits éléments. Ça, on l'a repris de la voiture d'origine aussi, cet élément de planche de bord. Cette voiture, on l'a mise dans l'histoire des véhicules des records parce que l'année dernière, sur le circuit de l'Oéac, on a atteint les 140 km/h avec cette voiture. Et encore, c'est même pas les limites. C'est-à-dire que si la ligne droite elle avait été encore plus grande, on aurait pu aller encore plus loin. Donc on n'a pas encore atteint les limites de cette voiture. Donc peut-être que on trouvera d'autres choses. La première fois qu'elle a roulé, c'était au Goodwood Festival of Speed, justement, l'an dernier. Et ça, c'était aussi un projet sur lequel a travaillé notre collègue François Chiron, qui a justement atteint cette vitesse à l'Oéac et qui malheureusement nous a quittés il y a quelques mois. Et c'est pour ça que pour lui rendre hommage, nous avons indiqué son nom à l'arrière de la voiture, parce que c'était véritablement son projet fétiche sur lequel il a travaillé avant sa disparition. Bon, en tout cas, il a bien profité avant pour faire quelque chose qui va rester en même temps. Et c'est ça qui est aussi important dans l'histoire de l'automobile, c'est que souvent c'est une histoire et qui se raconte et qui continue. Absolument, c'est aussi une histoire d'homme en fait. Complètement. Voilà, ouais. Ok, et donc il y a la Celta qu'on voit passer de temps en temps. Voilà, donc la Celta, alors peut-être qu'en attendant qu'elle passe, on peut regarder les deux modèles. Ah, j'entends du bruit. Ouais, elle arrive. La voici, voilà. Donc celle-ci avait un record à l'époque. Alors la Celta 4 a eu un record à Montlhéry. Oui, alors c'est un record d'endurance. Donc elle a circulé pendant une durée de 6 heures à une moyenne de 111 km/h et des poussières, ce qui est quand même une sacrée performance, parce qu'on parle d'une voiture qui a 90 ans, c'était pas les performances des véhicules qui étaient plus récents. Même nous, on se demande comment ils ont réussi à faire cette prouesse-là. Là aujourd'hui, on va essayer justement, c'est pour ça qu'on vient de voir la voiture tourner, on va essayer de s'approcher le plus possible de cette performance. On verra bien quel sera le delta entre le record de l'époque
et ce qu'on arrive à faire aujourd'hui. En tout cas, c'est quand même, il faut laisser à l'histoire ce qui appartient à l'histoire, et c'est vrai que 111 km/h pendant 6 heures de moyenne, c'est quand même quelque chose. Donc, et d'ailleurs, comme on est à Montlhéry, on a l'anneau de vitesse exactement. Qui est quand même assez incroyable. Il y a eu beaucoup de records. Et c'est ici même, justement, voilà, que la Celta 4 et la Nerva Sport et la 40 chevaux qu'on a vu en introduction, c'est vraiment ici que les choses se sont passées. Ok, et donc Montlhéry qui a 100 ans également cette année. Exactement. Donc d'ailleurs, je vous remonte un petit peu la tête, je serai présent au centenaire en tant que pilote également pour vous présenter un véhicule dont pour le moment, mais je vous en parle très bientôt. Alors on a 2 modèles de Celta 4 que des collectionneurs de la région nous ont apportés, qui sont absolument magnifiques. Donc on a une berline, celle-ci est légèrement plus longue que la Celta 4 qui est en train de courir derrière nous, qui est en train de repasser d'ailleurs. Ouais, qui continue finalement, de faire il va relativement vite. Peut-être qu'on fera une belle performance. Et à côté, une version coupée. Une version rarissime, une version coupée. D'accord. Dont très peu d'exemplaires subsistent encore aujourd'hui. Vous semblez avoir entendu 4 tout à l'heure. J'ai entendu 4 aussi, ce qui est tout à fait probable. Et donc la version coupée, ce qui est intéressant sur les voitures de cette époque, c'est que à l'arrière, non, ce n'est pas un coffre, mais quand on ouvre ce clapet, on a les places pour les enfants ou pour la belle-mère, comme on dit. Voilà. Alors mine de rien, il y a quand même beaucoup de place au niveau des jambes. Alors c'est assez périlleux d'en descendre, c'est-à-dire que pour monter à bord, alors là on a des petits détails qui sont sympas, c'est-à-dire qu'on a des marchepieds. Okay. Ah oui, sur le côté, mon pied là, j'en mets un autre là, et hop, je viens m'introduire à l'arrière de cette voiture. Et par contre, pour s'en extirper, c'est une autre histoire. Ah, j'imagine. Sinon, il fallait sauter directement, je pense. Oui, voilà, c'est ça. Comme c'était des enfants. Oui. Donc, avec le logo Renault d'époque. Oui, tout à fait. Donc on peut voir qu'il y avait déjà un losange. Le losange est apparu sur les premières carrosseries en 1925. Okay. Donc avant, Renault a eu plusieurs types de logos. Et juste avant le losange, c'était un rond qui était disposé sur le capot avant de la voiture, derrière lequel se trouvait le klaxon. Donc il y avait comme une petite ouïe d'aération, c'était pour que le son puisse sortir. Et puis le losange a pris le relais de ce cercle et a perduré jusqu'à aujourd'hui. Okay. Donc voilà. Très bien, intéressant. Et d'ailleurs, on en parlait un petit peu en off, oui. Renault a fait plein de choses, pas que des voitures. Oui. Ils ont fait des avions. C'est quoi l'histoire de Renault, si tu sais me dire rapidement? Bon, alors je parlais de cette année, on célèbre les 125 ans de Renault. Alors si on se replace dans l'histoire, on va remonter en 1898. Louis Renault avait alors 21 ans. Alors on dit souvent que les success stories, notamment dans la Silicon Valley, commencent dans un garage ou dans un petit atelier au fond du jardin. C'était aussi le cas pour Louis Renault, qui avait un atelier qui était dans la propriété de ses parents à Boulogne-Billancourt, atelier dont une reconstitution existe toujours et qui vient d'être rénové d'ailleurs. Et c'est dans cet atelier qu'il a conçu la voiturette, la Type A. Et cette voiturette, elle n'était pas comme les autres puisqu'il a inventé ce qu'on appelle la prise directe. Et la prise directe, il a déposé le brevet et c'était l'ancêtre de la boîte de vitesse. Et alors, pour vendre sa voiturette, il affirmait qu'il était capable de remonter la rue Le Pic, qui était la rue la plus pentue de Paris à l'époque et qui se trouve à Montmartre. Et évidemment, personne ne le croyait. Et voilà. Et puis finalement, il a fait à Noël 1898, il a réuni la presse et les foules. Et évidemment, il a réussi à grimper tout en haut grâce à sa voiturette, en haut de la rue Le Pic. La légende dit que c'est une fois arrivé en haut que les premiers bons de commande de la voiturette ont été signés, ce qui marque véritablement le départ de l'histoire de Renault. Okay, suite à ça, le développement a été exponentiel, sont apparus une multitude de modèles. Et tu faisais référence effectivement à l'aviation, puisque Renault fabriquait pas seulement des voitures, mais aussi des moteurs pour les avions, notamment les avions qui ont servi pendant la Première Guerre mondiale. Et puis, passé le conflit, Renault va continuer de produire des moteurs d'avion et finalement va vouloir devenir constructeur d'avions. Alors pour ce faire, il a racheté la firme Caudron au début des années 30, qui était une firme reconnue dans l'aviation,
Justement les fameux caudrons Rafale, ces avions des records. Tous ces avions des records portaient un nom de vent. Hein, on avait Rafale, bien évidemment, Simoun, Typhon, pour n'en citer que 3. Et ce nom Rafale, il est resté dans le catalogue de dénomination chez Renault. Okay. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ressort le fameux Renault Rafale, mais cette fois en version e-tech hybride. D'accord, ok. Et donc le Rafale n'avait rien à voir justement avec l'avion de l'armée de l'air actuellement. Non, il fait référence au caudron Rafale qui est exposé ici même d'ailleurs pendant le Losange Passion International à Montlhéry. Ok, mais d'un autre côté, avoir dans l'armée de l'air un Rafale, c'est pas plus mal aussi pour Renault aujourd'hui, parce que c'est un avion de chasse aussi. En tout cas, ça a permis de conserver la notoriété du nom qui nous est parvenu jusqu'à aujourd'hui. Ok, mais j'aime bien les histoires comme ça où il s'est passé plein de choses. Il y a d'autres marques, moi j'ai appris que Mazda, à l'époque, fabriquait du liège par exemple, voilà. avant de faire des voitures. C'est quand même assez incroyable. Alors Renault était un peu sur tous les fronts aussi, hein. On a fabriqué des trains, des locomotives, des autorails aussi, des moteurs de bateaux, des tracteurs, on en voit encore parfois à la campagne, donc du matériel agricole et que sais-je. Vraiment, c'est très large, il y a des camions encore. Et les camions, bien évidemment, les autobus. Oui, tu as raison. Il y a eu quand même pas mal de choses. Et là, on arrive également sur des voitures très mythiques, alors qui ont bercé la jeunesse de beaucoup de gens qui sont encore là. Hein. Oui. Moi, je suis peut-être encore un petit peu jeune, mais c'est très très connu ça. Oui. La Gordini. La Renault 8 Gordini. Alors, la Renault 8 Gordini, donc la Renault 8, voiture symbole des années 60, avec cette forme très carrée à 3 volumes. L'idée était de pouvoir faire une version un peu sportive, mais surtout accessible pour que des pilotes en herbe puissent, on va dire, se faire la main et se faire connaître aussi, se faire repérer pour aller dans d'autres compétitions derrière. Renault animait la coupe Gordini, donc c'est-à-dire que c'était des coupes monomodèles où chacun pouvait s'inscrire et justement c'est ce qui a permis à Michel Leclerc, et là on a sa voiture sous les yeux qui est la voiture d'origine, sa voiture d'époque, justement d'émerger et de poursuivre sa carrière dans la compétition automobile. D'ailleurs, Michel Leclerc, avec qui on va embarquer tout à l'heure, et j'aurai de la chance de conduire également cette voiture. On va vous raconter un petit peu son histoire, parce que Michel Leclerc a fait plein de belles choses dans sa carrière. Exactement, et je lui laisserai le privilège de te le présenter. Et alors du coup, c'est vrai que dans l'imaginaire Gordini, c'est bleu à bande blanche. En vérité, elles ont existé dans plusieurs couleurs, plusieurs versions. Là, par exemple, celle-ci, elle est blanche. Et l'histoire de Gordini, elle avait commencé déjà sur les Dauphines, notamment, hein, les Dauphines Gordini. Alors c'est vrai que la R8 Gordini a vraiment popularisé la griffe Gordini. Alors d'abord c'était sur des versions 1100, donc en 1964. C'est pour ça qu'on célèbre cette année les 60 ans de la R8 Gordini. Et on célèbre les 60 ans de la version 1100. La version 1300 avec les 4 phares à l'avant est apparue 2 ans plus tard. En 1970, c'est la Renault 12 Gordini qui a pris la relève, et il y avait tout à fait toujours des coupes Gordini à l'époque. La différence, c'est que la 12 par rapport à la 8, la 12 est une traction avec le moteur à l'avant, alors que la 8, on a toujours le moteur situé à l'arrière, comme tu peux le constater. D'accord, ok. Et Gordini, alors il me semble qu'ils n'ont pas fait énormément de modèles. Tu te rappelles de combien il y a eu de modèles différents? Donc il y a la R8, R12. Alors R8, R12, Dauphine, R17, il y a même eu des Renault 5 en Angleterre qui portaient la griffe Gordini. Alors pour ce qui est à moteur Gordini, c'est tout ce que j'ai en tête. Bien évidemment, dans une période plus moderne, il y a eu des versions Twingo, Wind et Clio, mais là on ne parle pas de voiture à moteur Gordini, je parle vraiment là. C'était le style qui avait le look. Exactement, avec les bandes, voilà, c'était des séries spéciales qui reprenaient le look et les bandes, le coloris bleu et les bandes. Après Gordini, il y a eu aussi des modèles de compétition, hein, à moteur Gordini, il y a même eu des Simca Gordini au début. Donc voilà, à m'aider à participer, en tout cas beaucoup à la renommée des petites Renault sportives et abordables. Ok, et de mémoire, si je ne dis pas de bêtises, les R5 Gordini, c'était pour l'Angleterre parce qu'ils ne pouvaient pas les appeler Alpine là-bas. Tu as absolument raison, c'est la raison pour laquelle elle s'appelait Gordini. Ok, intéressant. Voilà. Et juste derrière, il y a un petit truc qui sort du musée également de chez Renault. Alors là, pas du musée, mais de vos réserves cachées. Absolument.
puisqu'effectivement la collection n'est pas ouverte au public puisqu'elle est située à l'intérieur du site industriel de Flins, donc on ne peut pas accueillir du public extérieur. Alors c'est aussi pour ça qu'on participe chaque année à une centaine d'événements pour que le public puisse quand même avoir accès à nos voitures. Parce qu'on a quand même des belles pièces comme voilà, ça. alors on a serait des dommage de voitures. les laisser cachées. Voilà, on a des voitures qui ressortent régulièrement. Donc là, on a la Renault Alpine A443 qui était pilotée en 1978 par Jabouille et Depailler. Donc c'est la version, c'est une évolution ultime de l'A442. Il y a eu la 442, la 442B. La 443 est 15 cm plus longue. Elle a une carrosserie plus profilée pour faire, on est toujours dans le thème, pour faire la part belle à l'aérodynamique. C'est la voiture qui était en tête pendant très longtemps, pendant la compétition. Elle avait même le record au Tour cette année-là. Malheureusement, un problème technique est apparu, elle a dû abandonner. Ceci dit, la 442B, elle était au taquet juste derrière, donc l'histoire a quand même pu s'écrire avec Jean-Pierre Josso et Pironi qui ont mené la 442B jusqu'à la ligne d'arrivée et surtout sur la première place du podium. Très sympa toutes ces histoires. Merci en tout cas de nous avoir raconté ça. On va aller peut-être se diriger vers les R5 là-bas, qui sont également des autos assez mythiques. Oui, on va aller les voir. Que beaucoup de monde connaît aussi de nos jours. Allez. Et ce que j'aime bien, c'est ça, le petit truc sur le côté. Alors je pense que c'est pour jouer sur l'aérodynamisme également. Donc on peut voir, on a une sorte de petite moquette avec des poils. Alors c'est pas pour balayer le sol, effectivement. Ouais, c'est justement pour avoir plus d'appui sur le sol et que ce soit mieux dirigé en dessous et qu'il y ait toujours, comment ça s'appelle, l'appel d'air en dessous. Là. Exactement, que la voiture soit vraiment plaquée sur le sol. Exactement, donc voilà, une belle petite collection que vous pouvez découvrir. Et à chaque fois qu'il y a l'événement, donc ce Losange Passion à Montlhéry, Renault ramène des voitures parce que vous êtes quand même partenaire. Bon, elle revient. Elle a fait sa petite balade. Le son, l'odeur et autres, enfin tout des voitures d'époque qui nous rappellent vraiment à chaque fois. C'est vraiment très sympa. Alors de ce côté, on a la Renault R5 qui a été faite dans plein de déclinaisons. Et qu'est-ce que c'est que celle-ci ? Celle-ci, c'est la Renault 5 Turbo. Il faut se rappeler que Renault était pionnier dans la technologie du turbo. Il l'avait d'abord introduit dans des compétitions de Formule 1, mais aussi d'endurance, comme les 24 heures du Mans. Et là, l'idée, c'était de pouvoir transposer cette technologie turbo au monde du rallye. Et la voiture de l'époque, c'était la voiture star, c'était la Renault 5. Sauf qu'implanter un moteur performant avec un turbocompresseur dans une si petite voiture, ça ne fonctionnait pas. Donc il a fallu trouver des solutions. Et le vrai challenge, ça a été d'intégrer ce moteur turbo, non pas sous le capot avant, mais en position centrale arrière de la voiture. Donc on va avoir la banquette arrière qui est retirée et on va avoir vraiment le moteur, le bruit, les sensations véritablement dans son dos. Là vous avez une version coupe d'Europe, donc c'est-à-dire encore une fois une coupe monotype qui était destinée aux pilotes amateurs qui pouvaient s'acheter une R5 Turbo et participer à des courses sur circuit. Les quelques différences concernent les éléments de sécurité. Elle est équipée d'un arceau, d'un extincteur, elle a des plaquettes de frein renforcées et puis les pneus et les roues. Voilà, ça se limite à ça, le volant aussi qui est un peu différent. Mais à part ça, on retrouve ce design à l'intérieur qui est véritablement typique de la Renault 5 Turbo. Donc cet intérieur qui a été dessiné par Marcello Gandini, qui est quand même une référence du design automobile. Et on retrouve cette planche de bord avec tous ces compteurs réunis dans cette forme carrée. Et alors cet intérieur avec cette moquette rouge et ces sièges bleus. Alors c'est des sièges en forme de H, la lettre H, puis on appelle ça les sièges tulipes, dont s'est inspirée également la nouvelle R5 E-Tech électrique d'aujourd'hui. On va retrouver la forme. Avec des sièges qui sont très englobants. Très englobant, avec un design typiquement des années 80 qui fait fureur. Et alors, les premières R5 Turbo, il y avait quand même deux couleurs qui sont iconiques. C'est soit ce bleu métallisé avec cet intérieur coordonné bleu moquette rouge,
soit exactement l'inverse, c'est-à-dire que la voiture était rouge avec l'intérieur, les sièges rouges et la moquette bleue. Complètement. Et il y a un truc qui a été très marquant également, qui a été repris sur la nouvelle R5, c'est ces ailes bombées ici. Oui. Et cette partie ici là qu'on reconnaît également sur les feux Exactement. arrière. On reconnaît les feux verticaux qui vont être situés un peu plus comme la Super 5 au niveau du bas de la lunette arrière. Mais effectivement, ce côté épaule musclé qu'on va retrouver dans la nouvelle version. Et puis, autre détail, cette ligne de toit qui se poursuit sur le béquet arrière comme ça avec un liseré coloré, on le retrouve également sur la nouvelle R5 e-Tech électrique. Donc cette nouvelle R5 s'inspire à la fois de la R5, de la R5 Turbo et de la Super 5. Donc il y a un peu chaque modèle qui est représenté. Complètement. Et c'est vrai que la R5, il y avait eu plein de déclinaisons. Il y avait même eu des versions alpines, comme on disait tout à l'heure, des versions Gordini pour l'étranger. Et donc, il y avait celle-ci. Et là-bas, on en voit une aussi. Oui. Au fond, elles ont changé un petit peu de place depuis tout à l'heure. Voilà. Et de ce côté-là, qu'est-ce qu'on avait comme motorisation? C'était quelle puissance? Ça faisait à peu près quel poids? Alors, tu avais un moteur 4 cylindres à l'intérieur, 160 chevaux. Alors, ça peut paraître un peu léger aujourd'hui, mais il faut se rappeler que la voiture est quand même légère. Et c'est vraiment une conduite assez radicale et brutale. Donc, on a du plaisir de conduite. Sur la version Coupe d'Europe, c'est une version de série. Donc, elle a elle aussi le moteur 160 chevaux. D'accord. Et donc là, ils viennent de démarrer celle-ci. On l'entend tourner. Ça fait un petit bruit sympa, ça aussi. Ça fait un petit bruit sympa. Donc là, on est sur la version Renault 5 Maxi Turbo. Donc là, c'est vraiment pour la compétition sur rallye. On est vraiment sur de la performance. Alors, on va avoir un moteur qui va être boosté, qui peut dépasser jusqu'à 300 chevaux. Cette voiture, elle a été rendue célèbre notamment par Jean Ragnotti. D'ailleurs, celle qu'on vient de voir passer, c'est la dernière qu'il a pilotée, avec laquelle il a fait notamment le rallye Monte-Carlo historique, mais également les fameux shows qu'il faisait sur les World Series by Renault par exemple, ou sur d'autres événements comme le Losange Passion International. Et là, ça va être Julien Saunier qui va prendre la relève et piloter cette voiture. Bon, parfait. Et si on a de la chance, on va même pouvoir faire un petit tour dedans. Eh ben, j'espère bien. Et cette fois-ci, donc, on passe à la version la plus ultime et celle qu'on a le plus vue sûrement à la télé et autres, avec un nom assez connu là sur le côté. Donc là, on est devant la Renault 5 Maxi Turbo. Effectivement, tu as remarqué le nom de Jean Ragnotti sur le flanc. C'est la dernière voiture qu'il a pilotée. Avec laquelle il faisait notamment des shows sur les World Series by Renault, mais aussi le Monte-Carlo historique. C'est la version ultime, comme tu le disais, de la Renault 5 Turbo. On est là sur une version poussée jusqu'à 350 chevaux, une voiture de rallye vraiment très brutale, qui crache des flammes, avec lesquelles on peut faire des 360. Et donc elle a vraiment marqué les esprits. Là, on est au milieu des années 80 avec cette voiture. Elle est encore plus large, elle a un aileron arrière encore plus imposant. C'est vrai qu'on le voit, on a toujours donc, ces entrées d'air sur le côté puisque moteur position centrale à l'arrière. C'est ça. Donc, sauf que là, celle-ci, elle est vraiment course. Elle est taillée pour la route, voilà. Taillée pour les petites routes de montagne, de rallye. Et donc ce kit large qui fait vraiment en fait référence sur cette voiture et en fait je pense que n'importe qui la voit, il la reconnaîtra forcément. Voilà, la ligne elle est restée ancrée dans les mémoires, on la reconnaît de loin. Et je pense qu'il n'y a pas de voitures qui ont de kit aussi large depuis, parce que là, ils ont vraiment élargi les ailes, le moteur donc central, donc tout dépouillé ici à l'intérieur. Et donc on va voir pour faire un petit tour dedans avec un pilote, je vais vous emmener découvrir ça. Et de ce côté-là, une des toutes premières voitures, et quand je vois la date là, 1898, c'est pas 1998, la Coupe du Monde, non, c'est bien avant. Et oui, puisqu'on célèbre plus de 125 ans d'histoire chez Renault, et donc là on est devant la Type A, le premier modèle conçu par Louis Renault dans son atelier à Boulogne-Billancourt. Et alors cette voiturette, la particularité qu'elle a, c'est que Louis Renault a inventé un procédé qui s'appelle la prise directe, qui est en vérité l'ancêtre de la boîte de vitesse. Et avec cette voiture, il a pu gravir la rue Le Pic à Paris, qui est la rue la plus pentue de la capitale, qui se trouve à Montmartre. Et donc à Noël 1898, devant les journalistes et l'Assemblée générale, il a pu gravir cette rue Le Pic. Incroyable. Parce qu'à l'époque, c'était à cheval ou à pied. C'est ça.
Et donc là, avec cette voiture, on peut le voir, moi ce que j'adore, c'est toujours l'ancêtre du phare. Avec, donc là, on voit encore les petits filets, puisque c'était avec du feu, c'était des lampes. Et la direction, alors qui est juste incroyable, avec cette sorte de guidon. Et ça, les gens peuvent même avoir le droit à un petit baptême là, sur le petit parking ici, lorsqu'ils viennent aux Losanges Passion. Exactement, c'est des baptêmes qui plaisent beaucoup aux familles et aux enfants. Donc on a notre technicien qui vient conduire cette voiture. Alors comme tu peux le voir, c'est pas un volant, c'est une sorte de guidon. Et puis voilà, on va faire un petit tour du site à bord de cette type A. Bon, merci en tout cas Dominique. Avec grand plaisir. C'était très sympa cette visite guidée de tout ce que vous avez ramené de Flins. Et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ça marche. Merci, ciao. Bye. Alors, je suis à bord de cette R8 Gordini avec Michel Leclerc. Merci. Je suis un ancien pilote professionnel. J'ai couru de 1968 en Gordini jusqu'à 1980 aux 24 heures du Mans. Voilà. D'accord. Et donc ça, c'était la voiture que tu avais à l'époque, exactement? Alors c'est la voiture avec laquelle j'ai couru en 1969 et qui est restée dans son jus d'origine. Elle n'a pas été repeinte, elle n'a pas été accidentée, ce qui est rare pour une Gordini. Il y a tous les éléments que j'avais mis en place, c'est-à-dire les deux petits compteurs, le volant que j'avais peint en noir, la boule de levier de vitesse, le harnais spécifique que j'avais été acheté en Angleterre. Voilà, et puis alors le moteur n'est pas le moteur que mon frère avait préparé. Je pense que ça a été parce que cette voiture en fait, quand j'ai gagné le premier Padalop, qui était le classement avant la finale, je l'ai revendu, puis je l'ai racheté un peu plus tard. D'accord. Il y a un garçon qui avait fait à qui je l'ai revendu, qui a fait les sélections de la coupe, qui n'a pas été sélectionné. Je lui ai racheté un peu plus tard, et puis je l'ai revendu. D'accord. Et ensuite, je l'ai encore racheté une fois, avant de la revendre. Donc, elle est allée à Romorantin, et puis le dernier à qui je l'avais vendu, c'était un restaurateur du sud de la France. Il était venu en avion la chercher, à Orly. Et ensuite, elle a été revendue à un collectionneur qui l'a gardé assez longtemps, 4 à 5 ans, Jean-Louis ou Jean-Claude, je n'ai plus le nom en tête, bref, il était dans l'heure. Et puis, il l'a revendu pour racheter une BMW, il l'a gardé au moins 5 ou 6 ans, voire plus. Hein. D'accord. Et ensuite, cette voiture, elle a fini aux enchères et c'est Renault qui l'a rachetée. D'accord. Et maintenant, donc, elle fait partie de la collection Renault. Elle fait partie de la collection Renault. Voilà. C'est la seule voiture qui a fait la Coupe Gordini. D'accord. Dans la collection Renault, parmi les R8. Et c'est quand la dernière fois que tu l'as conduite, celle-ci? Alors, la dernière fois que je l'ai conduite, c'était à l'OEA, il y a 4-5 ans. Oui, il y avait Jean Ragnotti, il y avait Jean-Pierre Jabouille, il y avait Alain, il y avait... Et on avait fait quelques tours de circuit ensemble, chacun sur une Gordini. D'accord. Ça nous rappelait les bons souvenirs. Parce que vous l'aviez fait ensemble à l'époque, la Coupe Gordini? Alors non, je ne l'ai pas fait ni avec Jean, ni avec Jabouille. Je l'ai fait avec Jarrier. J'ai fait quelques courses avec Jarrier. Voilà. Et puis j'ai fait des courses avec Guitny, bien sûr, qui ensuite a fait de la production, avec Cudini. D'accord. Avec Cudini, on s'était battu à Reims et j'ai fini comme c'est souvent le cas à Reims, soit on est devant, soit on est un peu derrière, à très peu de distance, voilà, parce qu'il avait mieux pris le dernier virage du Thillois qui conditionnait la ligne droite. Après, je m'étais pas bien préparé, voilà. Okay. Et donc, ton parcours, c'est les premières voitures de sport que tu as conduites, c'était ça? Alors, en course, oui. J'ai fait une course de côte avec une Cortina Lotus, course de côte des Andelys, quelques années avant, 1 ou 2 ans avant. J'avais fait ici à Montlhéry, lorsque j'avais 17 ans, il y avait eu ce qu'on appelle l'opération Ford Jeunesse, patronnée par Sport Auto et par Ford. Et j'avais passé un test avec un moniteur de Legacy sur une Simca 1300 double commande, qui a fait un tour avec moi et qui m'a arrêté et qui a appelé Jean-Lucas, qui était le directeur de Sport Auto à l'époque, et qui lui a dit « monte avec ce gars-là ». Et Jean-Lucas m'a dit « t'es qualifié d'office ». Énorme. Et tu fais partie du jury. Bon, 17 ans et demi. Hein.
C'est beau. Pour moi, c'était inespéré. Okay. D'autant que j'avais envoyé une carte postale pensant que je n'aurais jamais de réponse, tu vois, parce que ça faisait partie de ces choses, on n'était jamais sûr d'avoir une réponse positive. Et quand j'ai eu cette réponse positive, c'était le lendemain du mariage de ma sœur, donc à 6 h du matin, j'ai secoué mon père pour qu'il m'emmène ici. Et voilà. Donc comme quoi, le qui ne tente rien n'a rien. Ouais, d'une part, et puis d'autre part, 2 mois après, j'ai raté mon permis de conduire au code. Donc là, j'ai eu toutes mes larmes pour pleurer. Et c'est Pescarolo qui a eu la voiture. D'accord. De l'opération Ford Jeunesse de l'Agassi. Ok. Voilà. Et moi, je n'ai commencé à courir que, donc j'avais 17 ans, que 4 ans plus tard, à 22 ans. D'accord. Donc, ce qui était déjà tard pour commencer à conduire. C'est vrai que souvent, c'est les très très jeunes qui commencent à faire du pilotage. Ah bah aujourd'hui, oui. Ok, donc il y a eu ça. Qu'est-ce qu'il y a eu ensuite? Alors ensuite, j'ai donc gagné le premier Padel Up. Je travaillais au commercial chez Alpine, donc j'ai acheté une monoplace chez Alpine. D'accord. Avec un moteur préparé comme la Gordini par mon frère. Et donc, j'ai gagné le championnat de France la 2e année, en 71. Ok. Juste une petite parenthèse à propos de la Gordini. À Clermont-Ferrand, qui était un circuit qui faisait 7 km, un petit Nürburgring à l'époque, j'avais, sans vouloir me vanter, hein, j'avais fait les essais. Aux essais, j'avais mis 6 secondes au 2e. Okay. Qui était 6 secondes, avec les mêmes voitures, qui était Lucien Guitny. Et en course, en 3 tours, j'avais mis 18 secondes au 2e, qui était toujours Lucien Guitny. Et donc, à l'arrivée, on m'a démonté, parce qu'on était persuadé que je trichais. Ah, 6 secondes, c'est énorme dans le sport automobile. 6 secondes avec la même voiture, c'était énorme. Ouais. Complètement, incroyable. Et j'avais eu, je te montrerai, j'avais eu les félicitations, parce que Johnny Reeves était avec Stewart, qui était mon idole de l'époque, Rint et Bentoise, dans la cuvette de Grave Noir. Cette cuvette de Grave Noir était un long virage qui commandait toute une remontée qui faisait 4 ou 5 km. Donc c'était très important la trajectoire et la vitesse de passage. Ça conditionnait et la vitesse en arrivant en haut et surtout les secondes qui tombaient si on était bien passé. Et j'avais eu les félicitations, c'est ce qu'avait écrit Johnny dans l'équipe. Il avait dit Stewart, Rint et Beltoise étaient impressionnés par la trajectoire de Michel Leclerc. À 22 ans, quand tu as ton idole qui dans l'équipe du lundi dit que tu avais une bonne trajectoire, on prend pas la grosse tête, mais c'est une fierté. Complètement, j'imagine. Voilà. C'est beau. Et à Rouen, pareil. En 2 tours, j'avais mis 14. En 3 tours, j'avais mis 14 secondes que j'ai gardé jusqu'à la fin. Ok. Donc, ouais, et à Rouen, 10 ans après, il y a des gens qui me disaient tes roues, elles étaient comme ça dans la descente, tu étais un des rares à passer à fond, et on se demandait toujours si tu n'allais pas sortir. Et non, et ça passait à chaque fois. Voilà. Ok. Et donc après, tu disais que tu avais fait de la Formule 2. Alors après, j'ai fait de la Formule 3 et j'étais pris comme pilote usine chez Alpine avec Alain Serpaggi. D'accord. J'ai été champion de France et champion d'Europe par équipe avec lui et qui était 3e, je sais plus, je te le redirai. Et ensuite, je suis passé à la Formule 2 avec un budget de chez Elf avec Alain Serpaggi aussi. On s'est beaucoup suivi entre la Formule Renault et la Formule 2. Et une première année où j'ai fini 6e du championnat. Et la 2e année, j'ai fini 2e derrière Lafitte. Malheureusement, les premières courses, on a eu des problèmes avec la voiture. J'étais avec Tambay comme coéquipier. Et il y a pas mal de courses qu'on n'a pas finies. Et puis sur la fin de saison, j'ai fini par gagner à Zolder, à Silverstone, à Rouen d'abord. D'accord. Voilà, et donc j'ai fini 2e. Et donc, entre-temps, lorsqu'on a fait Monaco en Formule 3, j'ai gagné ma série. Jacques Lafitte a gagné la sienne, il y avait une finale. J'étais 1,5 seconde plus vite que lui sur un tour. J'ai pris un mauvais départ à la finale. Je me suis retrouvé 3 ou 4e. En 2 tours, j'étais derrière lui. Et j'étais un peu trop audacieux et j'ai manqué un peu de réflexion. J'ai voulu l'attaquer à la piscine. Et à la piscine, il a fermé la porte normale. Et on s'est retrouvé, je me suis retrouvé avec un train avant ouvert. Je ne pouvais pas continuer, donc j'ai abandonné. Et à l'époque, quand on gagnait Monaco en F3, on avait de grandes chances d'avoir une bonne voiture en F1. C'est ce qu'il a eu après. Ok. Et toi, tu as fini en F1 aussi, finalement. Voilà. Ok. Et j'ai fini en F1 chez Williams. D'accord.
J'avais fait un essai avant avec Surtees, mais c'était pas trop chaud. Et finalement, est-ce que j'ai eu l'intuition ou pas, peu importe comment on peut l'interpréter, mais Helmut Koenig qui a pris la voiture s'est tué avec la voiture. Ok. Allez. Voilà, et ensuite j'ai fait Le Mans avec Ligier en 74. J'ai abandonné dans la nuit. J'ai fait avec Renault Mirage une première année, j'ai abandonné au bout de 3 heures à Mulsanne, panne électrique. Une deuxième année, j'ai abandonné un peu plus tard, mais avec une panne aussi, que j'ai pas pu réparer. Je savais pas ce qu'il fallait. Et puis ensuite, je l'ai fait avec Pozzi, avec Daniel Marin, avec Balolena et Greg. Oui, il fait chaud. Hein. Ouais, un petit peu. Hein. Avec Peter Greg. Et là, j'ai eu un accident sur les Hunaudières. Au petit matin, on avait des pneus Michelin qui étaient fantastiques par rapport aux voitures de tête qui avaient des Dunlop. Ils étaient arrêtés dans les virages parce que les pneus n'étaient pas bons. Et donc, on remontait sur les voitures de tête. Et dans la ligne droite des Hunaudières, j'ai doublé une 935 qui elle-même était en train de doubler un proto de litre très bas que j'ai pas vu. Okay. Tu vois, entre chien et loup et la pluie, des trompes d'eau, je l'ai pas vu. Et donc, je lui ai mis 30 km de mieux. Et puis moi, je me suis arrêté dans le rail et lui aussi. Ah mince. Voilà. Bon, de sacrées histoires en tout cas. Oui. Bon. J'ai pas été blessé. C'est déjà ça. J'ai eu un accident en Nürburgring aussi en essai F2. Je me suis retrouvé sans frein dans une descente à 250 pour prendre une épingle un peu plus bas. Heureusement, je tape pas de face. Je tape de biais. Je pars en toupie jusqu'à l'épingle. Et je m'en sors sans rien. Si je tape de face, je passe de l'autre côté. Il y avait un ravin. Donc, tu sais, quand la vie souhaite que tu restes en vie, bah, tu restes en vie. Hein. Bon, bah, c'est une bonne chose et que tu sois là aujourd'hui encore. Voilà. Et d'ailleurs, on a cette chance aujourd'hui de faire un tour dans ta R8 Gordini. Dans ma R8, voilà. Que je retrouve avec grand plaisir. Super. Bon, bah, c'est parti maintenant. Donc, on va aller faire un petit tour du circuit routier de Montlhéry, celui sur lequel je vous emmène assez souvent. Donc, c'est une partie qui n'est pas accessible au public et on a de la chance d'être là aujourd'hui. Donc, avec Michel, cette R8 Gordini, le circuit juste pour nous et de quoi se faire plaisir. Comme ça. Ce qui est top, c'est le son de ces voitures d'époque. C'était très vivant. Les banquettes à l'arrière pendant les courses.
voiture était d'origine quand on roulait? La voiture était strictement d'origine. Ok, c'est pour ça qu'on voit qu'elle tangue quand même pas mal. Oui, bah oui. Et puis les amortisseurs sont pas jeunes. Là, on avait des amortisseurs quand même. J'avais des Connie à l'époque qui étaient quand même plus performants, un peu plus fermes. Elle prenait un peu moins de roulis que ça. D'accord. C'est vrai que là, on vieille voiture, hein, complètement. qui n'a pas roulé depuis longtemps, donc les pneus. Ouais, si tu veux aller te mettre à l'ombre sous les arbres, comme ça on sera mieux. Ouais. Parce qu'il fait chaud aujourd'hui. Oui, il fait très chaud aujourd'hui. Là, on sera mieux. En tout cas, c'est sympa. On sent que c'est vivant. Comparé aux voitures de nos jours, où il faut pousser vraiment dans les extrêmes, aller vraiment très très vite. C'est vivant, un petit peu comme une A110 premier modèle. Oui, complètement. Et tu vois, elle prend. Donc, faut pas la mettre trop en dérive, sinon elle s'appuie puis elle se freine. Ok. Donc, c'est à la fois, faut la mettre en appui, puis après, faut l'accompagner vers l'extérieur. Ok. Parce qu'il n'y a pas d'autobloquant là-dessus. Non, pas du tout. Non, donc c'était vraiment, il fallait l'emmener gentiment. Ah bah il fallait, oui. Faut doser, surtout dans les épingles, hein. Dans tout ce qui est rapide, ça va. Il faut la maintenir sur la piste, voilà. Ok, parce que juste ça élargit, oui. Mais ça va. Mais c'est vrai que dans les épingles, on sent qu'il faut l'emmener un petit peu. Ah bah il faut l'emmener au départ et puis après, il faut l'accompagner. Ok, bon moi je suis pas du tout un pilote comme ça, hein. Moi c'est juste pour me faire une petite balade à bord d'une voiture mythique. Et puis je vais quand même emmener un ancien pilote avec moi, ça me fait plaisir, c'est pas tous les jours. Bah, avec plaisir. C'est mon job hein, d'être souvent passager. Bah, c'est vrai que contrairement à toi. C'est un bon job. Oui. Moi je préfère être souvent conducteur, même si on a des belles expériences comme ça. Oui. Ouais, je suis pas très fan d'être à droite. J'évite le mal, le mal des transports. Parce que tu coaches aussi les gens. Oui, je coach les gens. Au cas où, si vous voulez, vous pouvez vous faire coacher par Michel Leclerc. Avec grand plaisir. Voilà. N'hésitez pas à le contacter. Je peux laisser mes coordonnées. Oui. Bon, n'hésite pas, allez, c'est pour moi, c'est cadeau. Si tu veux. Vous pouvez me joindre au 06 10 25 63 42 ou sur mon mail lec.michel@gmail.com. Ben voilà, n'hésite pas. J'espère que tu auras des clients et que vous ferez un jour coacher par un ancien pilote de Formule 1, ce qui est quand même assez incroyable, c'est pas tous les jours. C'est pas tous les jours, effectivement, sans vouloir me vanter. Bon, bah je vais peut-être me faire coacher, maintenant c'est mon tour. Allez. Alors, on voit que les harnais de l'époque, c'était vraiment différent. Hein. Ah oui, il est plus conforme, loin s'en faut. Non. Je me sens un petit peu moins en sécurité qu'avec les harnais de nos jours, avec de quoi se tenir derrière la tête. Ah oui, c'est sûr. Maintenant, on a le Hans qui est obligatoire quand on met des harnais. Ah, waouh! J'ai les pieds totalement décalés. Oui, comme dans une berlinette. Incroyable. T'as conduit des berlinettes? J'ai pas fait de berlinette. Alors la berlinette, c'est pareil, t'es décalé. Ok. Ah ouais, c'est... Waouh! Ok. Ah, et puis moi qui ai des grandes jambes, à cette époque-là, on pouvait pas régler les colonnes de direction et tout. Ah non, tu règles le siège, point barre. Ok. Wow. Mais là, t'es pas mal, là. Et tu vois, moi, par exemple, moi qui suis grand... Quelques indications sur la position de conduite. Les mains, c'est 9h15, bien sûr. Quand il y a un virage à droite plus prononcé, c'est main droite en haut, main gauche en bas. Ce qui permet d'avoir un débattement plus important sans lâcher le volant. Idem à gauche, main gauche en haut. On lâche jamais le volant, on va toujours chercher. On lâche jamais le volant, on va toujours chercher en fonction du virage qui se présente. Au niveau des jambes, il faut que quand tu débrayes à fond, ton genou soit légèrement fléchi, c'est parfait. Sinon tu vas fatiguer, tu vas être en extension. Au niveau de l'appui-tête, il n'y en a pas. Moi je peux me caler sur l'arceau là-haut, comme je suis grand. Parce qu'on ne pouvait pas baisser, etc. On ne peut pas baisser le siège à l'époque. Tu fais tu mesures combien? 1m80. Comme moi. Normalement, ça devrait... Bon, ça veut dire que c'est moi qui est mauvais au cas où. Et ça passe sous le volant. Ça passe tout juste. Ouais, ça passe tout juste, mais ça passe. Et à l'époque, on avait des grands volants aussi pour plus de précision. Parce que plus c'est petit, plus ça va jouer sur l'angle. Alors que là, on pouvait vraiment ajuster. Ah bah là, oui, on pouvait ajuster. Et ce que j'aime bien, c'est ces volants fins. Et encore celui-là, c'est pas le plus fin, mais à l'époque, il y en avait des très. C'est le volant d'origine. Ok. La voiture était livrée avec ça. D'accord. Tout est d'origine, là. Bah, on est pas mal. On avait rajouté des petits refroidisseurs, des petits serpentins qui étaient sur l'étrier de frein, entre l'étrier et le raccord, de manière à avoir un petit peu de refroidissement du liquide. D'accord. Ok, et il y a deux réservoirs, donc ce que j'ai vu là. Il y a donc deux réservoirs d'origine. 25 litres à l'avant, 38 litres à l'arrière. Voilà, exactement. On a les longues portées, je vois également. Oui, longue portée. Les essuie-glaces, lave-glace. Voilà. On a tout, on avait tout le confort.
Manque juste une petite clim pour les journées chaudes comme aujourd'hui. On a même du chauffage. Chauffage. pour l'hiver. Ok, après donc ça se démarre comme n'importe quelle voiture. Voilà. C'est une boîte combien de vitesses? 5. 5 vitesses, ok. Ouais. Et où est la marche arrière? La marche arrière, Ok. comme ça. Donc il faut pas que je passe de marche arrière. Le principe, moi j'ai pour habitude de dire que la tenue de route d'une voiture, on la fabrique avec les pieds. Pourquoi avec les pieds? Parce que quand on freine, on fait un transfert de charge sur l'avant, on donne donc du poids sur l'avant. Si on donne du poids sur l'avant, on donne de l'adhérence et du directionnel. C'est ce dont on a besoin à l'entrée d'un virage. A contrario, quand on est arrivé à la corde, on peut redresser le volant, mettre le volant droit et accélérer à fond. Là, on fait un transfert de charge sur l'arrière. Complètement. Et ce qu'on dit toujours, c'est que c'est comme s'il y avait une ficelle qui était reliée entre le centre du volant et l'accélérateur. Plus on met droit, plus on peut accélérer fort. Voilà, exactement. Faut surtout pas accélérer volant braqué. Voilà. Sinon, soit ça part totalement sinon, en glisse. on risque le tête à queue. Ok. Bon, bah, je vais essayer de faire quelque chose avec cette voiture. Voilà. Donc là, je suis en première actuellement. Tu es en première, tu débrailles, Ok. et puis tu restes sur le frein, c'est bon. Donc là, ok, première, deuxième. Ok. Oui, ça... c'est un petit peu flou, hein. Ah, très flou comparé aux voitures que j'essaye moi de nos jours. Bon, Hop, la petite clé est juste là. voilà, On met le contact. Peut-être accélérer un poil. voilà. Faut accélérer, oui. Quand c'est chaud, il faut accélérer. Bon, c'est pareil, le son, etc. C'était très vivant à cette époque-là. Ouais, on avait un faux piste, comme ça. Direct. On va essayer. Première, frein à main est enlevé. C'est parti. Ça me fait très bizarre, il n'y a pas de rétro à droite non plus. Il n'y avait pas de rétro à droite, non. Il y avait celui-là. Ok. Bon, moi je vais y aller un petit peu en mode balade. Hein. Ouais, bien sûr. Bah, prends la mesure de la voiture, c'est bien de toute façon. Oui, la boîte de vitesse, il faut vraiment bien décomposer. Ah oui, le mouvement. il faut décomposer. Là, c'est 3 pour celui-là. Troisième. Oui, ça. Là, il faut bien appuyer sur les freins. Ouais, faut pas hésiter à appuyer sur les freins. Et là, on va prendre à droite. Non, tu vas faire le. On fait le grand aller, tour, ouais. d'accord. Ouais, pas de problème. Là, il y avait les photographes. Ouais, tant qu'à faire, autant qu'ils puissent prendre des photos. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le bruit, c'est l'ambiance qu'il y a dans ces voitures. Ouais. Oh la vache, les freins. Ah oui. Ah oui, les freins, oui. Ah oui, il faut vraiment appuyer très fort. Et... Il faut appuyer fort, il faut faire attention parce que à l'OEAC, je me suis retrouvé avec les pédales au fond. D'accord. Donc faut pas trop les. Ici, ça sollicite beaucoup les freins. Mais en plus, il n'y avait pas d'ABS. Ah, il n'y a pas d'ABS. Voilà, freine. Ah ouais, donc c'est vraiment, il faut appuyer fort. On peut faire un petit talon de pointe. Oh la vache, la direction, c'est lourd. Ah, c'est vraiment autre chose des anciennes voitures. Là, tu prends la corde, c'est bon. Voilà. Tu ouvres après. Et tu mets On va freiner un petit peu ça ici. te balade. Hop, la corde. Et on accélère. Voilà. On sent qu'elle écarte déjà. Ah bah, il y a du roulis, hein. Elle prend plus de roulis qu'elle ne prenait comme ça. Ça devait être très marrant à l'époque, avec une vingtaine de voitures, faire la course comme ça. Ah oui, c'était chouette. Alors, je suis un peu perdu dans la boîte de vitesse. Ouais. C'est Ah, pas bah, facile à gérer. Attention, on freine un peu. Voilà. Et redresse tout de suite. Vraiment, la mettre en place et après l'accompagner. Là, ça passe à fond. On peut y aller. On a ou pas? Ouais, on va tourner là. Ouais. Ça sert à rien de faire un trop grand au bout de ligne droite. Et on va le chercher plus tard que ça. D'accord. Et après, On va la chercher presque à la fin pour se mettre en ligne droite le plus tôt possible. Mais c'est pas facile avec ce grand volant, ces grandes jambes. Oui, c'est une habitude à prendre. À troisième, tu restes bien à gauche et tu vises ta corde.
la boîte, c'est flou, il faut être habitué. Je pense qu'il faut quelques heures de conduite de la voiture avant de la connaître un petit peu. Peut-être pas quelques heures, mais mets-toi bien à droite. Sinon tu te pénalises. Tu prends pas là bien. Enfin, en utilisant la piste sur toute sa largeur, à l'entrée comme à la sortie, ça te permet de passer plus vite et plus tranquille. Ok. Là, faut que tu prennes bien à gauche. Freine. Et à la corde, vas-y à la corde. Voilà. Et après tu accélères, voilà. Ça va bien. Ça prend plus de 7000. Ok. Quatrième. La corde. Ah, on peut vite y prendre goût. Comment? On peut vite y prendre goût. Oui, ah oui, tout à fait. Alors bien de l'extérieur, lisse ta corde, et accélère. Voilà. Et tu l'accompagnes, c'est bien, tu redresses au fur et à mesure. Ah, c'est très sympa en tout cas comme expérience. Reste bien avant parce que je suis pas très confiant dans les freins. Moi non plus, je préfère anticiper, arriver un peu Voilà. plus doucement. Surtout quand il n'y a pas d'échappatoire comme l'épingle en bas. Complètement. Ouais. Freine un peu. Alors, quand il y a deux virages qui suivent, on sacrifie un petit peu le premier pour sortir vite du deuxième. C'est le deuxième qui compte parce que c'est lui qui... La ligne droite suit le deuxième. Bon. Attends pour tourner. Voilà. Et là, tu vas chercher ta corde, tu vois, très tôt. Être bien là-dedans. Ah. Ok. Faut aller chercher sa corde sur une épingle comme ça, faut aller la chercher très tard Ok. pour C'est- pouvoir te mettre droit le plus tôt possible. D'accord. Et ensuite ressortir justement le plus droit possible. Voilà. Toujours penser être en ligne droite le plus tôt possible D'accord. pour pouvoir accélérer le plus tôt possible. Donc là, c'est pour bien. ça bien à droite ici. Bien à droite, oui. Freine. Merci pour ce petit cours. Voilà, je t'en prie, avec plaisir. Hein. Et puis dans une voiture mythique que tu as conduit en plus. Ah oui, c'est des pas bons facile. souvenirs. J'imagine. Pouvoir reconduire une voiture presque 60 ans après, c'est génial. Complètement. Mais c'est vraiment pas facile. Je le dis pour ceux qui nous regardent. À ces grandes jambes et tout, j'ai pas l'habitude. Ah, On est plus oui, l'habitude c'est maintenant. une habitude à prendre. Hein. C'est normal, tu connais pas la voiture. Il est logique qu'il y ait une prise en main pendant un petit moment. Mais autant il y a des voitures qui sont plus faciles. Moi qui conduis beaucoup de voitures modernes, Oui, beaucoup de voitures se ressemblent. oui, c'est vrai. Une Porsche, une GT3 RS, une Ferrari, une Lamborghini. Ouais. Enfin, c'est beaucoup plus facile, ça tient beaucoup mieux la Ouais, route mais là, aussi. toutes ces voitures-là ont un niveau d'adhérence bien supérieur à Exactement. Alors que là, justement, il faut jouer dans la finesse, Voilà. ne pas faire n'importe quoi, parce qu'un freinage un peu trop tard, on perd vite l'avant ça. Voilà. et ça pardonne beaucoup moins au final. Ah bah, c'est pour ça qu'il y avait des gars qui faisaient des tonneaux. Ah oui, j'imagine. Ils étaient un peu optimistes. Bah, je pense qu'il faut pas être trop optimiste avec ce genre de voiture. Non, ou alors faut avoir l'habitude. Hop là. Super, bravo. Bon bah merci beaucoup en tout cas, Ouais, c'est très sympa. Je suis super ravi. content de cette rencontre en plus. Oui, moi aussi. Et puis bah dans un bel environnement, dans une belle voiture avec. Ah oui, Montlhéry, moi j'ai gagné en Gordini, j'ai dû gagner 2 ou 3 fois ici. D'accord. Et en Formule Renault 1 ou 2 fois, en Formule 3 j'ai pas fait. Si, j'ai gagné en Formule 3 aussi. Bon pas pareil ici. Et c'est un circuit que j'aime beaucoup. Ah, je comprends, moi j'aime beaucoup aussi, je suis content à chaque fois que je viens Alors, ici. là, nous on était sur le 3 km, c'est-à-dire qu'on tournait là où on est allé tout droit, on tournait à droite. Il y a une Tu petite le connais, épingle. celui-là Ouais, et après on retourne, on revient dans l'anneau, Voilà, on revient sur l'anneau. qui est très sympa et que Et justement. les chicanes sur l'anneau sont très sympas parce qu'on peut monter assez haut. Et c'est vrai, on peut repiquer et On redescendre et repique, remonter. on peut faire un freinage en ligne droite, Ok. en plongeant C'est de vrai. l'anneau. Merci en tout cas, Michel. Avec plaisir. C'est écoute. super, et puis belle expérience. J'espère que vous avez apprécié aussi. Hein. Puis on va continuer. Il y a encore quelques petits bijoux de présent aujourd'hui. Bon, merci beaucoup. Avec plaisir. Bon, nous voici à bord donc d'une R5 Maxi avec Julien qui va nous emmener faire un petit tour baptême assez sympa de ce que j'ai cru comprendre. Première fois pour moi dans cette voiture. Ça a l'air assez sympa. C'est magique, c'est une voiture
métier sympa, mais je t'avoue que le tien a l'air très très cool. Je vais pas cracher sur toi. Merci en tout cas. Avec plaisir. Bon, je suis de retour avec Julien, cette fois-ci dans une R5 Turbo Europa Cup. Exactement. Donc c'était des voitures vendues, tu m'expliquais, pour faire des courses pour des clients qui pouvaient les acheter. En fait, c'était pour le trophée Europa Cup en championnat d'Europe. En ouverture des Grands Prix de Formule 1, il y avait une coupe, on appelait ça une coupe, où tous les pilotes s'acharnaient pour essayer de gagner des manches. D'accord. Donc ils avaient tous la même voiture, le même montage, même pneu, tout pareil. Ok. Et là, on est à bord de celle de Jean Ragnotti. C'est beau ça. C'est pas rien. Vous connaissez Jean Ragnotti, j'espère. Normalement, il y a son nom marqué partout sur les voitures. Bon bah c'est parti, on va faire un petit tour sur le circuit routier. On l'a fait tout à l'heure en R8 Gordini. Là ça devrait pousser un petit peu plus je crois. Et c'est un peu plus stable et autres. Bon vas-y, je te fais confiance, c'est ta dos. J'adore ici, ça décolle tout le temps. Tour d'avant, j'avais un copilote. Moi je compte sur toi maintenant. Tu veux que je te reguide un petit peu? Non, non, ça y est, je suis mémorisé. Bon, effectivement ça passe plus fort que la Gordini. Il manque un autobloquant. C'est un peu la... Ça pourrait jouer justement pour un peu plus de plaisir. Ouais. Alors que sur les Maxi et les autres, il y a l'autobloquant. Ah ben, c'est la voiture ultime de la R5, c'est vraiment la version ultime. Et oui, il y a l'autobloquant, il y a le DPV, il y a 350 chevaux. Effectivement, là on a combien de chevaux? Là, on doit être sur 160, 180. Ah oui, ça fait quand même une sacrée différence. Mais c'est un châssis qui est quand même bien affûté, qui est fait pour la piste. Ouais, c'est très proche de la série parce que le but c'était de découvrir le meilleur pilote. Donc c'était une formule de promotion, c'est des voitures à bas coût. Mais justement, après, c'est l'adresse qui payait. Ok. Celle-ci, elle est très connue sur les vidéos de Jean Ragnotti, avec le pare-choc à damier comme ça. D'accord. Ce que j'aime bien, c'est que c'était vivant ces voitures. Il y avait du son, on entend le turbo souffler. Le son, la turbine, tout est super. Le bruit, la chaleur. Ah, il se passe vraiment quelque chose dans ces voitures. Ouais, on peut refaire un petit tour pour le plaisir, parce que c'est pas tous les jours qu'on vient ici. Merci pour ce petit tour en tout cas. Avec plaisir. C'est Merci à agréable. toi. C'est pas tous les jours qu'on peut rouler cette voiture. J'essaye de négocier avec Renault pour que je puisse passer à gauche, mais ils veulent pas. Je vais peut-être y arriver un jour. Mais en tout cas, c'est très sympa. On est, même dans les sièges, on est bien maintenu. Cette carnet là, tout neuf, Ouais, c'était très atypique cet intérieur. carrément. Et cette couleur, à l'époque, Renault, ils ont vraiment bluffé en disant bah allez, c'est parti. Ils ont été audacieux, quand même. Carrément. Et au final, ça a très très bien marché. Et ça en fait aujourd'hui une voiture incroyable que tout le monde peut s'arracher, quoi. Beau joujou en tout cas. Belle balade. Merci encore à toi. Merci à toi. Bon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez bien aimé, le petit pouce bleu comme ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner et à me dire si ça vous a plu. Et puis, si vous aimez bien, je vous emmènerai peut-être sur de plus en plus d'événements pour changer un petit peu juste des essais traditionnels. Allez, à bientôt. Ciao!